Bonjour à tous, Arnaud C, professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre. Je remercie évidemment Olga, Serge et Frédéric pour leur très très belle initiative, ainsi que pour leur gentille invitation. Et je vais pour ma part donc vous parler des libertés économiques en période de crise sanitaire. Alors en période de crise sanitaire, la question des libertés économiques ne semble pas a priori la plus fondamentale. On sait que d'autres libertés très fondamentales, si je peux utiliser cette expression, sont mises en cause par la crise du coronavirus. On pense évidemment au droit à la vie et à la santé, comme l'a relevé le Conseil d'État dans son ordonnance du 22 mars 2020. L'on pense aussi à la liberté d'aller et venir. L'on pense encore à la liberté de réunion, qui sont extrêmement restreintes en cette période de crise sanitaire. Ceci étant, la question des libertés économiques n'est pas anodine et elle demeure importante, à mon sens, pour deux raisons. Elle est importante d'abord car il est nécessaire de maintenir certaines activités économiques qui sont essentielles à la vie de la nation en cette période de crise sanitaire. Et puis, plus généralement, se pose la question de la pérennité de l'activité économique en général. L'on sait que, et l'on va le voir, que l'urgence justifie de fortes restrictions aux libertés économiques en période de crise sanitaire. Je pense ici tout d'abord à la fermeture des établissements au public le 14 mars 2020. Je pense ensuite et surtout aux mesures de confinement décidées par le décret du 16 mars 2020, des mesures de confinement qui limitent et qui interdisent de facto l'exercice de certaines activités économiques. Alors ces libertés économiques, elles sont aujourd'hui mises en cause sur le fondement du pouvoir de police sanitaire, pouvoir de police sanitaire qui, on doit le rappeler, a évolué, dont le fondement plutôt a évolué au cours de la crise du coronavirus. Ce pouvoir de police sanitaire, qui est un pouvoir de police spécial, a d'abord été exercé par le ministre de la Santé sur le fondement de l'article L3131-1 du Code de la santé publique, une disposition qui permet au ministre de prendre des mesures en cas de menace sanitaire grave. Et c'est sur ce fondement que le ministre de la Santé a édicté les premiers arrêtés relatifs à la crise du coronavirus, et notamment l'arrêté du 14 mars 2020 qui ferme certains établissements au public. Et puis, la menace n'en étant plus une et la crise s'étant produite, c'est le Premier ministre qui est intervenu pour édicter des dispositions par ce décret célèbre du 16 mars 2020. Un décret du 16 mars 2020 qui, pour sa part, a été édicté sur le fondement de la théorie des circonstances exceptionnelles, comme en témoignent les visas du décret, mais comme l'a confirmé aussi et surtout le Conseil d'État, tant au niveau consultatif, dans son avis du 18 mars 2020, qu'au plan contentieux, dans son ordonnance du 22 mars 2020. Et puis, depuis le 23 mars 2020, c'est une loi aujourd'hui qui fonde les dispositions prises en matière d'urgence sanitaire, la loi sur l'urgence sanitaire, qui prévoit donc un état d'urgence sanitaire, qui sera commenté par mes excellents collègues. Ce texte permet aujourd'hui au Premier ministre, ainsi qu'au ministre de la Santé, de prendre des mesures générales, je cite le texte, limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, ainsi que la liberté de réunion. Voilà, la compétence est répartie entre le Premier ministre et le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé dispose d'une compétence résiduelle pour appliquer les mesures du Premier ministre par arrêté. Alors on doit quand même remarquer que cette loi d'urgence va encore plus loin, puisque au-delà des mesures que je viens d'évoquer, cette loi habilite le gouvernement à édicter des ordonnances, un très grand nombre d'ordonnances, afin d'édicter des dispositions dérogatoires à l'ensemble quasiment du droit économique. C'est d'ailleurs sur ce fondement du titre 3 de la loi du 23 mars 2020, que 25 ordonnances ont été édictées le 25 mars 2020. Un pouvoir d'édicter des ordonnances qui est un petit peu étonnant, du moins qui surprend, dès lors qu'on ne le connaît pas dans le cadre de l'état d'urgence classique, entre guillemets. Des ordonnances qui se rapprochent, du moins qui évoquent évidemment les ordonnances de l'article 16, à ceci près que ce ne sont pas des ordonnances de l'article 16, et qu'en tout état de cause, comme les ordonnances de l'article 16, ces dispositions pourront faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Enfin, pour terminer sur le fondement du pouvoir de police sanitaire qui permet de limiter les libertés économiques, l'on rappellera que les autorités de police locales disposent elles aussi d'un pouvoir en la matière. Les préfets et les maires peuvent intervenir pour aggraver les dispositions prises les mesures prises au niveau national. Le Conseil d'État l'a rappelé dans son ordonnance du 22 mars 2020, et l'on doit nous-mêmes remarquer que ce concours de police générale et spéciale est tout à fait envisageable dès lors que la police spéciale sanitaire ici n'est pas exclusive en raison du péril grave et imminent, comme l'avait admis le Conseil d'État dès 65 et sa célèbre décision des consorts Alix. Voilà, c'est sur ce fondement que certaines autorités de police locales ont édicté des mesures plus restrictives. Je pense au couvre-feu qui ont été mis en place à Nice ou à Mulhouse. Je pense encore à l'interdiction de vente d'alcool fort dans l'Aisne. Fort heureusement, diront certains, cette mesure a été abrogée le lendemain par le préfet.
Des nouvelles mesures de police sanitaire qui limitent les libertés économiques, cela conduira certainement et nécessairement à un contentieux économique de l'état d'urgence sanitaire dans quelques semaines, voire quelques jours d'ailleurs, puisque les mesures que je viens d'évoquer, ces mesures de mise en œuvre de l'urgence sanitaire, pourront faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, d'un contrôle du juge administratif, comme le rappelle la loi du 23 mars 2020, et comme l'a admis le Conseil d'État lui-même, puisque le Conseil d'État s'est reconnu compétent le 22 mars 2020 pour examiner la demande de référé liberté formée par les jeunes médecins. Alors il faudra ajouter à ce contentieux de la mise en œuvre de l'état d'urgence le contentieux des futures ordonnances édictées sur le fondement de l'état de la loi d'urgence. L'on rappellera sur ce point que le juge administratif sera compétent pour contrôler les ordonnances non ratifiées et que c'est le Conseil constitutionnel qui, pour sa part, examinera les ordonnances, les lois de ratification de ces ordonnances. Dans le cadre de ce contrôle, les juridictions que je viens d'évoquer vont pouvoir exercer un contrôle de proportionnalité sur les atteintes aux libertés économiques, comme l'a rappelé le Conseil d'État le 22 mars 2020. Le juge nous rappelle que ces mesures qui peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent. Voilà, cette protection est évidemment la même au niveau constitutionnel. Le juge exercera un contrôle de la justification et de la proportion de la mesure, étant précisé qu'en l'espèce, les faits sont très graves et que par conséquent, les atteintes ici aux libertés fondamentales pourront être graves tout en restant proportionnées dans certaines situations. Ce d'autant plus, on le sait, que le juge tient compte des moyens dont dispose l'autorité administrative, comme il l'a rappelé le 22 mars 2020. Par conséquent, ici, le contrôle sera nécessairement adapté aussi aux circonstances particulières. Tout cela nous conduit à la question qui se pose à nous ici, la question de savoir quelle est la portée du pouvoir de police sanitaire aujourd'hui sur l'exercice des libertés économiques pendant la crise du coronavirus. Et je crois que la réponse à cette question est quasiment certaine, voire simple, puisque ces mesures de mise en œuvre de l'urgence sanitaire ont pour conséquence de fortement réduire les libertés économiques, comme l'on l'a constaté depuis quelques semaines. Alors, on va remarquer que toutes les libertés économiques sont concernées par ces mesures restrictives à ce stade. Bien évidemment, la liberté d'entreprendre, du fait de l'impossibilité d'exercer certaines activités économiques, mais aussi la liberté contractuelle, ou encore le droit de propriété, puisque des mesures de réquisition, notamment des masques, ont été dictées. Alors, on va pouvoir constater dans ce cadre que les mesures de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire ont pour conséquence tout d'abord de suspendre la liberté d'entreprendre. Elles ont pour conséquence ensuite d'adapter la liberté contractuelle, et ces mesures enfin permettent de déroger à la libre concurrence. Ce seront les trois temps de l'intervention: la suspension de la liberté d'entreprendre, l'adaptation de la liberté contractuelle et les dérogations à la liberté de la concurrence. Premier temps, donc, la suspension de la liberté d'entreprendre. Alors, pour essayer d'aller à l'essentiel, l'on va devoir constater qu'en période de crise sanitaire, la liberté n'est plus la règle et l'interdiction n'est plus l'exception. Bien au contraire, c'est tout l'inverse qui se produit. La liberté d'entreprendre est totalement suspendue pendant cette période. Une suspension qui va poser la question de l'éventuelle indemnisation par la suite des opérateurs économiques qui auraient subi un préjudice économique du fait de ces mesures. Alors, en premier temps, l'on constate évidemment que les mesures de mise en œuvre de l'urgence sanitaire restreignent fortement l'exercice des activités économiques, et cela résulte évidemment de la fermeture des établissements au public qui a été décidée le 14 mars 2020. L'on remarque que l'activité économique n'est pas directement remise en cause, mais en fermant le lieu d'accueil au public, le pouvoir réglementaire a empêché, ici, l'exercice de l'activité économique et a empêché plus précisément encore le fait pour les opérateurs économiques de pouvoir faire des actes de commerce. Alors, cet établissement fermé, on en connaît la liste, qui a été modifiée à plusieurs reprises. Elle comprend les salles de spectacle, de conférences, les magasins et centres commerciaux, les restaurants, les discothèques, etc. etc. Alors, dans cette énumération, je crois que les marchés appellent une remarque particulière, puisque les marchés ont été tout d'abord maintenus dans un premier temps. Mais le juge lui-même avait remarqué que ce maintien posait des difficultés sanitaires évidentes, en raison du non-respect des distances de sécurité notamment. Et face à ces difficultés, le gouvernement, le 23 mars 2020, a décidé de la fermeture par principe de ces marchés. Ceci étant, le gouvernement a noté que les marchés étaient aussi importants dans certains territoires pour l'approvisionnement alimentaire. Et c'est pour cette raison que le gouvernement
a admis que les autorités locales, que sont les préfets et les maires, puissent autoriser la tenue des marchés dans certaines communes. Euh, Vous avez ici une mesure, du moins une règle de concours de police qui est assez surprenante, dès lors que l'autorité inférieure, qui est le préfet ici, va pouvoir prendre une mesure plus douce que celle édictée par l'autorité supérieure, qui est le Premier ministre. Et plus encore, dans le cas de ce concours de police, le maire devra donner son avis au préfet, ce qui est là aussi très étonnant. Je dois vous dire qu'un référé liberté a été formé sur la question des marchés hier, hein, le 26 mars 2020, et par conséquent, le juge devrait très rapidement prendre position sur cette situation. La fermeture des activités non essentielles, mais aussi parallèlement le maintien des activités économiques essentielles, celles qui sont qualifiées de particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou de la continuité de la vie économique et sociale. Ces activités économiques essentielles, elles sont déterminées par le ministre de la Santé, tout du moins elles ont été déterminées dans un premier temps par le ministre de la Santé, en application de l'article L3131 du Code de la santé publique. Ces activités sont aujourd'hui déterminées par le Premier ministre, par décret, et c'est le décret du 23 mars 2020 qui codifie la liste de ces activités qui sont encore autorisées. Alors là aussi, pas la peine de toutes les rappeler, mais on sait qu'elle comprend cette liste les commerces alimentaires, évidemment, les pharmacies, les services funéraires, les banques, les transports individuels. Plus intéressante est la poursuite des activités économiques qui permettent la continuité numérique, et notamment les magasins de réparation et de vente d'ordinateurs. Les hôtels peuvent rester ouverts et certaines curiosités ont été éditées, hein, puisque l'on sait que les papeteries sont ouvertes, les marchands de journaux aussi, mais pas les librairies, et que, de le même sens, les cavistes ont été autorisés en France, comme ce n'est pas le cas dans la plupart des autres pays. Alors, ces activités essentielles à la vie des nations, elles bénéficient aujourd'hui d'un régime très dérogatoire à l'ensemble du droit économique et plus particulièrement au droit du travail. Je pense à l'ordonnance, à l'une des ordonnances du 25 mars 2020 qui permet de déroger, je cite, aux règles du Code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail. En d'autres termes, c'est l'ensemble quasiment des dispositions du droit du travail qui ici sont écartées par ce droit spécial. Des mesures donc qui restreignent et qui suspendent la liberté d'entreprendre en période de crise sanitaire, ce qui conduit à se poser la question de l'éventuelle réparation des conséquences économiques de l'état d'urgence sanitaire. Alors, très rapidement, l'on relèvera qu'il existe, du moins que certains opérateurs économiques vont subir un préjudice économique, très certainement du fait de cette crise sanitaire. Plusieurs éléments rapides de réflexion, car là aussi, je pense que tant que le juge ne s'est pas prononcé, il est difficile d'avoir une vision très claire. Mais l'on peut considérer que le préjudice économique des opérateurs non essentiels, en général, ne pourra pas être indemnisé sur le fondement d'une responsabilité sans faute du fait d'un acte réglementaire ou législatif régulier. Bien évidemment en raison de l'absence de spécialité du préjudice, hein, puisque tous les opérateurs économiques ici sont concernés. Cette responsabilité sans faute du fait d'un acte réglementaire ou législatif régulier, elle pourra peut-être être invoquée par les opérateurs économiques qui exercent une activité économique essentielle à la vie de la nation, ceux qui ont eu l'obligation de poursuivre leur activité, dès lors que pour leur part, le préjudice sera peut-être ici plus spécial. Ensuite, l'on peut penser aussi au régime de responsabilité pour faute, dans l'hypothèse dans laquelle il serait possible de démontrer une faute de la puissance publique dans la gestion de cette crise sanitaire. Alors, des éléments nous apparaissent aujourd'hui, mais il est très difficile de mesurer si ces éléments constituent des véritables fautes de la puissance publique. Je pense ici à la pénurie de masques, je pense ici à l'absence de prévention peut-être en amont de cette crise. Sur ce point, on indiquera simplement que le régime de responsabilité pour faute sera nécessairement un régime de faute simple, ou tout du moins on peut le penser, hein, puisqu'en matière de police sanitaire, le juge était déjà à plusieurs reprises prononcé pour ce régime de faute simple. Reste que la difficulté ici de la tâche pourrait justifier le retour à un régime de faute lourde. L'on rappellera aussi, concernant ce régime de responsabilité pour faute, que le juge pourrait s'inspirer des régimes de présomption de faute qui ont été mis en place notamment dans les affaires de graves crises sanitaires. Je pense à l'amiante et l'arrêt Botella de 2004 du Conseil d'État, notamment dans lequel le juge présume aussi la faute de la puissance publique afin de faciliter l'indemnisation des victimes. Voilà, on dirait en dernier lieu que les assureurs, en tout état de cause, pourront
prendre le relais de cette indemnisation. Le Code des assurances, dans son article L125-1, permet en effet l'indemnisation des catastrophes naturelles si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, ce qui implique évidemment que le gouvernement déclare l'état de catastrophe naturelle. Alors cela semble être possible en l'espèce, le gouvernement ne l'a pas encore fait. S'il ne le faisait pas, il serait possible d'engager ses responsabilités d'ailleurs sur ce point. Reste que la déclaration de catastrophe naturelle aura d'autres conséquences, notamment en termes de réassurance. On sait que c'est la Caisse centrale de réassurance qui est chargée de la réassurance des catastrophes naturelles, et par conséquent, du moins cette déclaration de catastrophe naturelle pourra avoir des conséquences aussi sur la réassurance. Suspension de la liberté d'entreprendre, mais aussi, et c'est le deuxième temps, une adaptation de la liberté contractuelle. Alors, la période de crise sanitaire empêche évidemment, dans certains cas, la bonne réalisation des obligations prévues par les différents contrats, et je pense ici aux contrats publics comme aux contrats privés. Or, le droit commun des contrats publics et privés semble adapté à ce type de situation, puisque les théories de la force majeure et de l'imprévision peuvent trouver à jouer dans ce genre d'hypothèse. Ceci étant, les théories de la force majeure et de l'imprévision, on le sait, peuvent faire l'objet d'aménagements conventionnels. Et pour faire échec à ces aménagements conventionnels, le gouvernement, par ordonnance, a adapté le droit des contrats dans le sens d'une restriction de la liberté contractuelle afin de neutraliser toutes les stipulations contractuelles qui viendraient réduire l'indemnisation du requérant ou réduire la situation du requérant, du co-contractant en période de crise sanitaire. Mais parallèlement, la liberté contractuelle des personnes publiques, et celle-là uniquement, est renforcée en période de crise sanitaire, puisqu'on le verra, le droit de la commande publique connaît de fortes dérogations qui permettent de faciliter ici la passation de contrats de la commande publique. Alors le premier temps, c'est le temps des restrictions à la liberté contractuelle. On rappellera sur ce point que deux théories existent en droit privé et en droit public qui pourraient être applicables dans l'espèce. On pense à l'imprévision, tout d'abord, dans l'hypothèse dans laquelle le contrat peut être poursuivi, mais que sa poursuite conduit à un bouleversement économique. L'on pense ensuite à la théorie de la force majeure, dans l'hypothèse dans laquelle il est impossible de poursuivre l'exécution du contrat. Je crois que les conditions de cette théorie sont remplies dans la plupart des hypothèses qui concernent les contrats publics, tant publics d'ailleurs que privés. Bien évidemment que la crise du coronavirus est un événement imprévisible, un événement qui ne pouvait pas être prévu au moment de la conclusion du contrat, sauf à conclure un contrat après le début de la crise. Bien évidemment que la crise du coronavirus est un événement extérieur aux parties, et même d'ailleurs si la puissance publique a ici édicté des mesures de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire, il ne s'agit pas nécessairement de la personne publique co-contractante, et par conséquent la théorie du fait du prince, notamment en droit public, ne trouvera pas à s'appliquer. Plus encore, l'événement peut être globalement considéré comme empêchant la poursuite dans des conditions économiques normales du contrat, ce qui impliquerait l'application de la théorie de l'imprévision. Et surtout, je crois que la théorie de la force majeure pourrait aussi trouver à jouer dès lors que l'événement que constitue la crise du coronavirus est un événement totalement irrésistible. Alors, sur ce point, ça mériterait plus de développement, et je pense que l'intervention qui parlera du droit des contrats le développera plus que moi. Reste que, si certains juges du fond avaient déjà pu considérer qu'une épidémie n'est pas forcément un cas de force majeure, la situation est bien différente en l'espèce, puisque tout d'abord le coronavirus est létal, contrairement aux autres épidémies qui étaient en cause, que l'OMS a relevé lui-même l'état d'urgence, du moins l'urgence en matière de santé publique, et surtout qu'il n'existe à ce jour aucun vaccin ni aucun traitement, et enfin que les mesures de confinement empêchent de facto l'exécution des contrats. Voilà, c'est pour cette raison que la DAJ notamment a considéré, comme le ministre de l'économie d'ailleurs, que la force majeure était ici caractérisée, et certaines juridictions du fond sont déjà allées dans ce sens. Je pense à la Cour d'appel de Colmar, qui s'est prononcée le 12 mars 2020, et qui a déjà considéré que la pandémie, comme les mesures de mise en œuvre de la pandémie, constituaient des cas de force majeure. Alors, ceci étant, si ces théories peuvent trouver à s'appliquer et peuvent donc exonérer notamment un co-contractant de son inexécution, il faut quand même relever que les théories de la force majeure comme de l'imprévision peuvent faire l'objet d'aménagements conventionnels. C'est-à-dire que les parties au contrat peuvent décider notamment de maintenir des pénalités en cas de force majeure ou encore de réduire l'indemnité d'imprévision en cas d'imprévision.
C'est pour cette raison que le gouvernement a édicté plusieurs ordonnances qui visent à neutraliser ici les stipulations contractuelles qui feraient échec, du moins qui impliqueraient une indemnisation du co-contractant. Deux ordonnances ont été dictées en ce sens. Je insisterai uniquement sur l'ordonnance 2020-319, celle qui est relative au contrat public. Et sans rentrer dans un détail ici de l'ordonnance, l'idée est de considérer que les stipulations du contrat qui feraient échec à l'application des théories de la force majeure ou de l'imprévision sont totalement neutralisées. Le titulaire, notamment, ne peut être sanctionné ni se voir appliquer les pénalités contractuelles. Voilà, des dispositions similaires ont été mises en œuvre en droit privé. On rappellera qu'il est possible au législateur ainsi qu'au pouvoir réglementaire délégué, en l'espèce, de limiter, de porter des atteintes au contrat en cours pour des motifs suffisants d'intérêt général. Le Conseil d'État a considéré le 18 mars 2020 dans son avis que la crise du coronavirus constituait une situation d'intérêt général qui justifiait cette dérogation au contrat en cours. Réduction de la liberté contractuelle en général, mais aussi, et c'est le deuxième temps, le renforcement de la liberté contractuelle des personnes publiques, puisque parallèlement à ce que l'on vient d'évoquer, les personnes publiques voient leur liberté contractuelle renforcée afin de leur permettre de satisfaire leurs besoins urgents. Alors là aussi, c'est l'ordonnance que je viens de citer qui évoque ces idées, mais l'on peut noter tout d'abord que la DAJ du ministère de l'économie avait, dans une note d'il y a quelques jours, déjà indiqué certains éléments. D'abord qu'en cas d'inexécution de leurs obligations contractuelles, les personnes publiques peuvent exercer un pouvoir de substitution d'action et donc remplacer le co-contractant précédent par un nouvel opérateur économique, sans que cela constitue une faute contractuelle. Plus encore, les personnes publiques peuvent recourir à des procédures de passation simplifiées des contrats de la commande publique, des procédures qui permettent la réduction des délais, je pense à l'article R 2161-8 du Code de la commande publique. Je pense aussi et surtout à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable en cas d'urgence impérieuse, la procédure qui avait été dégagée par le juge et qui est codifiée aujourd'hui à l'article R 2122-1 du Code de la commande publique. Voilà, l'ordonnance du 25 mars 2020 aménage pour sa part les procédures de passation qui sont en cours, elle augmente les délais de présentation des offres et des candidatures, elle aménage les procédures en cours et les personnes publiques pourront librement d'ailleurs aménager ces procédures. L'ordonnance permet enfin la prolongation par avenant des contrats qui seraient arrivés à leur terme pendant la crise. Suspension de la liberté d'entreprendre, adaptation de la liberté contractuelle et enfin, troisième temps, des dérogations à la libre concurrence. Alors je serai plus bref sur ce point, mais l'urgence sanitaire implique en effet de déroger à la libre concurrence. Cette dérogation, elle est tout d'abord factuelle, dès lors que les autorités de concurrence nationales, mais aussi européennes, n'ont pas les moyens de traiter les affaires qui leur sont soumises. Et d'ailleurs, les autorités de concurrence, tant nationales qu'européennes, ont invité les opérateurs économiques à retarder leur notification, notamment d'opérations de concentration, car elles ne sont pas en mesure aujourd'hui de garantir la libre concurrence sur le marché. Ensuite, ces atteintes à la libre concurrence, elles résultent évidemment de certaines mesures de contrôle des prix qui ont pu être mises en œuvre. Je pense au contrôle des prix sur les gels hydroalcooliques. Ce sont les seules mesures aujourd'hui qui résultent du décret du 23 mars 2020. Des mesures qui pourraient être étendues, hélas, par la suite, si jamais des situations de pénurie, par exemple, pouvaient se présenter. Enfin et surtout, et c'est sur ce point-là que l'on insistera et sur lequel on terminera, la loi Urgence permet un renforcement des aides aux activités économiques. C'est l'objet du titre 3 de la loi Urgence. Et sur le fondement de ce texte, le gouvernement a d'ores et déjà mis en place 3 programmes d'aide que j'évoque ici rapidement. D'abord des aides directes et indirectes, avec des mesures de soutien à la trésorerie des entreprises, ainsi que la mise en place d'un fonds de financement, fonds qui est financé par l'État et qui pourra aussi être financé par les collectivités territoriales. D'ailleurs, dans ces aides directes et indirectes, il est prévu que les aides économiques puissent être versées par la région elle-même. Outre ces aides directes et indirectes, le gouvernement a renforcé les garanties d'emprunt de la BPI, puisque cette banque publique d'investissement pourra sécuriser les prêts consentis aux établissements
par les établissements de crédit aux opérateurs économiques pendant la période de crise. Et enfin, la troisième mesure d'aide, qui n'est pas encore mise en œuvre, ce seront des mesures d'aide relevant d'apports en capital. L'on pense ici aux éventuelles mesures de nationalisation qui pourront être décidées. Ces mesures de nationalisation sont souhaitées d'ailleurs par certains opérateurs économiques. Elles sont d'ailleurs mises en œuvre d'ores et déjà en Allemagne. Elles ne sont pas encore d'actualité en France. Alors je terminerai simplement en indiquant que ces aides sont bien compatibles avec le marché intérieur. Elles sont compatibles sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point B du TFUE, qui nous indique que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur, des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Cette dérogation, on le sait, ne peut être mise en œuvre qu'avec une acceptation et un accord de la Commission, et la Commission européenne a d'ores et déjà accordé, du moins approuvé ces trois régimes d'aide publique qui ont été notifiés par le gouvernement avant l'édiction des ordonnances, et la Commission s'est prononcée ici le 21 mars 2020. Commission européenne qui s'est prononcée en application d'un nouvel encadrement temporaire des aides d'État en période de crise du coronavirus, un encadrement temporaire qui date du 19 mars 2020 et qui devra faire l'objet de développements plus substantiels par la suite. Voilà, mon intervention est déjà trop longue, mais je m'en excuse car les mesures économiques sont extrêmement nombreuses dans cette période de crise sanitaire. J'espère que cette intervention vous aura été profitable et j'ai hâte d'en discuter avec mes collègues et néanmoins amis dès lundi et mardi. Très bon colloque à vous tous, très bon week-end à vous tous et portez-vous bien.